Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony, comment vas-tu? Bah, très bien. Et toi, ça va bien? Impeccable, surtout que là, je viens de m'installer à Valence en Espagne et c'est juste sublime. Ah, génial. Bon, bah écoute, je suis super heureux pour toi, hein. Une nouvelle aventure. Alors aujourd'hui, Exactement. je voulais échanger avec toi puisqu'en fait, bah, tu m'as accompagné sur mes questions d'entrepreneur, voilà, avec une approche notamment sur tout ce qui est StrengthsFinder. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais que tu te présentes un petit peu en quelques mots, savoir bah, qui tu es, ce que tu fais. Et puis voilà. Bonjour, donc je m'appelle Guillaume Le Penner et au départ j'étais ébéniste et verrier, donc j'ai un background vraiment créatif, artistique avec mon épouse. Et puis au cours de notre parcours, on a découvert un test qui s'appelle Clifton Strengths, qui est émis par Gallup, une société américaine qui travaille sur le bien-être au travail. Donc, ce test, il se déroule en 177 questions. C'est vraiment une mine d'infos pour comprendre qui on est, comment on fonctionne et comment on interagit avec les autres. Et je l'ai passé à un moment stratégique où j'avais une sorte de faille dans ma vie professionnelle. Et ça a été un déclencheur pour avoir de nouvelles opportunités à la fois professionnelles et aussi mieux me comprendre au niveau perso. Donc, franchement, au départ, j'ai passé pour moi et ça m'a tellement passionné que j'ai lu tous les livres de Gallup sur le sujet et j'ai fini par aller à New Delhi me former avec cette entreprise pour devenir coach certifié auprès d'eux. OK, génial. Alors du coup, tu m'avais dit que c'était un test qui avait été, comment dire? Validé par, des millions de tests? Enfin, il y a des millions de personnes qui l'ont fait ce test? Exactement, c'est certainement un des tests les plus populaires aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de 25 millions de personnes aujourd'hui qui l'ont déjà passé. C'est à la fois utilisé par des étudiants, des professionnels, par des entreprises. C'est pas un test vraiment de recrutement, c'est vraiment plus un test pour comprendre comment fonctionnent les personnes et du côté employeur, euh, mieux mettre en place des stratégies et des postes qui vont vraiment avec le type de fonctionnement de la personne et du côté de l'employé, se sentir vraiment bien motivé et à la bonne place dans son travail. OK. Alors moi, en fait, bah, j'ai découvert un peu par hasard. En tant qu'entrepreneur, j'ai été accompagné, de différentes manières. Et puis j'ai été amené à trouver ce bouquin-là, en librairie et puis, lors d'un coaching, on m'avait fait faire un test justement, avec toutes ces questions, qui sont ciblées par thématique et puis, du coup, le test, il ressort, bah, un peu des forces, et l'idée, c'est de travailler un petit peu là-dessus et alors du coup, juste avant, on échangeait, tu disais que les gens, des fois, ils te sollicitaient pour, plutôt faire le focus sur les faiblesses. Toi, l'approche, que tu as avec ça, c'est plus de mettre le paquet sur les forces et d'oublier, les faiblesses. Exactement, c'est vraiment un focus sur ce qu'on fait de mieux, ce qu'on fait de mieux et naturellement, c'est-à-dire ce qui nous demande le moins d'efforts. Donc, c'est vraiment basé sur notre schéma neuronal et qui est lié à la fois à notre éducation et à notre parcours. Donc, il y a à la fois un petit peu de d'inné et il y a aussi une part d'acquis. Donc, en fonction de tout ça, on va avoir des habitudes naturelles pour se connecter avec des personnes, pour réfléchir sur un type de projet et tout simplement se comporter en société. Donc, c'est ça qu'analyse le test et on reçoit donc après avoir passé le test. Alors, je précise aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à voir que le test, on peut le passer en français. Le site est parfois pas très très bien fait, ils sont en train d'améliorer, mais on arrive tellement sur une interface anglaise voire américaine que on peut avoir peur et faire machine arrière en se disant bah mince, je vais pas pouvoir passer le test en français. Et en fait, si vous avez juste à choisir votre langue, hein, tu l'as fait en français, Anthony, c'est ça, hein. Ouais, je l'ai fait en français, ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Donc, on peut le passer en français et on reçoit ensuite un rapport avec 34 thèmes, donc 34 noms. Alors, ça peut être, alors je vais vous les dire en anglais parce que moi, je suis plus habitué avec les thèmes anglais, mais ça va être Mmh. achiever pour quelqu'un qui va beaucoup travailler, ça va être positivity pour quelqu'un qui va avoir un potentiel de voir le bon côté des choses, ça va être responsibility pour ceux qui sont vraiment engagés dès qu'on leur confie une tâche. Ça peut être, voilà. Donc, il y a 34 mots-clés comme ça que vous allez recevoir qui sont classés dans l'ordre. Donc, suivant les premiers sont ceux que vous utilisez le plus et ceux du bas sont ceux que vous exploitez le moins. Ça ne veut pas dire que ce sont des lacunes. On va y revenir certainement un petit peu plus tard dans ce talk. OK et alors donc du coup, une fois que les gens, ils ont le test, ils ont ces mots, en fait, clairement, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on peut en ressortir? Comment on peut travailler ça? C'est quoi un peu, toi,
ton approche, ta vision par rapport à ça? Alors, la première chose, c'est vraiment déjà de lire complètement l'ensemble de ton rapport. Et je conseille vraiment à tous ceux qui sont intéressés par ce test d'investir sur le 34, le test complet, parce qu'il y a une version un peu plus light. Vous allez certainement, enfin, certes, vous allez payer moins cher, mais vous aurez que les 5 premières forces. Et je vous conseille vraiment de débloquer l'ensemble pour avoir la totalité du profil, parce que c'est ça qui est intéressant. Non pas de se concentrer sur ce qui est en bas, je le répète, c'est vraiment de se concentrer sur ce qui est en haut. Mais quelque part, la psychologie, l'idée, la philosophie plutôt de Gallup, c'est concentrons-nous sur nos points forts pour gérer les faiblesses. Et c'est en comprenant mieux comment nos points forts fonctionnent chez nous et comment on les utilise au quotidien, que ce soit dans notre vie familiale, notre vie personnelle, notre vie professionnelle, en comprenant leur fonctionnement, on va pouvoir petit à petit les appliquer de manière plus consciente à des cas qui se posent dans notre vie. Bah, c'est vrai quand, Donc, d'abord, lire le rapport vraiment de A à Z. et ouais, c'est vrai que quand on l'a fait ensemble, bah, ouais, donc j'avais effectivement le rapport complet, pour avoir la vision, globale et puis, bah, il y a des choses qui sautent aux yeux. Donc, moi, par exemple, tu vois, bah, tu te souviens, j'avais fait un peu le rapprochement avec des expériences passées et puis commencer à connecter un peu tout ça, voir, comment ça se manifestait dans ma vie et effectivement, il y a des choses qui sautaient aux yeux, d'autres un petit peu moins. Puis avec ton prisme de lecture, c'est vrai que ça m'a donné une autre compréhension et tout de suite, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, par rapport à une force, elle a différents états, comme tu le disais, où en gros, bah, soit on l'utilise, elle est neutre, soit on met le paquet dessus, ça devient, vraiment une force. Ou alors il y a le fameux basement, c'est, bah, peut-être que tu vas pouvoir en parler, c'est un peu le piège dans lequel on peut tomber par rapport à un talent, quoi. Alors, c'est intéressant, tu mets le point sur quelque chose d'extrêmement important, c'est que le classement, au départ, on appelle ça des thèmes. Un thème dans l'idée Gallup, c'est quelque chose de neutre. Ça peut vous apporter des résultats positifs, négatifs ou de manière alternative. Bien souvent, c'est un mix des deux. Et dans certaines conditions, dans certaines situations, on peut se retrouver à utiliser négativement un thème. Donc là, clairement, ce n'est pas une force puisque ça se retourne contre vous. Typiquement, on va revenir à un des thèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure, Achiever, donc la personne qui travaille, qui aime être occupée, qui coche des to-do list toute la journée, etc., parce que elle a vraiment, je trouve son plaisir dans l'activité. Ben, le fait d'être comme ça, vous voyez tout de suite où ça peut vous conduire. Ça peut vous conduire clairement à une suractivité hein, et puis ensuite au burn-out. Donc là, clairement, vous n'êtes pas dans la force, vous êtes dans le côté obscur. Donc, ce que en anglais, chez Gallup, on dit basement, c'est-à-dire la cave. Quoi. Vous avez le côté clair qui est le balcon et puis le côté obscur qui est la cave. Donc, l'idée, voilà, c'est toujours dans chaque force de voir à quel moment on descend dans la cave et à quel moment on va au balcon. Et l'idée, c'est de pouvoir ensuite retrouver l'escalier pour aller le plus souvent possible au balcon et ne plus visiter la cave de chaque thème, de manière à ce que chaque thème nous apporte uniquement leur meilleur. Et c'est de cette connaissance-là, donc là, ça ne se fait pas tout de suite du jour au lendemain. Il faut d'abord donc lire l'ensemble de son test, comprendre comment ça fonctionne chez nous, et ensuite analyser les succès passés. Ça va nous permettre de comprendre les trames si ça nous apporte plutôt du positif, plutôt du négatif ou alternativement, etc. Pour enfin passer à une troisième étape dans le chemin des forces, c'est-à-dire l'application plus consciente d'un véritable talent, d'une véritable force. Voilà. Quelque chose qui est euh, réplicable, qui est mobilisable à tout moment et consciemment et qui nous apporte des résultats positifs. J'avais analysé, enfin, j'avais récupéré mon résultat, avec, des caractéristiques type connexion, donc le fait de pouvoir, bah, connecter facilement avec des gens, le côté input, de ramener pas mal d'idées, de matières premières, de ressources, de concepts et ce qu'on avait vu aussi, c'est que c'est possible de les combiner, de les associer pour en faire une force encore plus grande, quelque part. Ouais, c'est exactement ça et c'est très important ce que tu dis parce que en fait, les 34 thèmes que vous découvrez dans votre rapport, ce ne sont pas des étiquettes, ce sont vraiment juste donc, des talents. On est bien plus complexe que simplement ces noms-là. Et en fait, il y a une combinaison, effectivement, la frontière entre chaque talent est souvent assez perméable et c'est ce qui fait notre complexité, notre unicité. C'est ce qui fait que un classement, le classement d'une personne, le classement d'une autre, ils sont extrêmement différents et aussi comment chaque thème interagit avec un autre.
Donc là, on passe à un niveau de complexité dans le coaching qui est beaucoup plus grand, mais qui permet d'aller beaucoup plus loin dans des stratégies, notamment d'application par exemple, des objectifs personnels ou professionnels, parce qu'on va pouvoir de manière plus consciente, s'appuyer sur différents leviers, c'est-à-dire différentes forces. Donc ça, c'est vraiment un outil hyper puissant. Et on passe là du côté statique du rapport à un côté dynamique qui est l'application et l'interaction des forces entre elles. Alors moi, je me souviens quand on avait, donc fait, bah, on a eu différents échanges, je crois, on a eu 2 sessions ensemble et en fait, moi je suis venu vers toi parce que, par rapport aux forces principales, où il y a un top 10, on va dire. En fait, je tombais vite dans le piège des basements justement, un peu du côté obscur de chaque force. C'est un peu ça et qu'effectivement je me retrouvais bloqué. Bah, pour détailler un petit peu, moi, c'était heu le côté, adaptabilité où du coup je dis oui à tout, donc l'énergie elle se dissout un peu, que je change d'objectif du coup beaucoup trop vite. J'avais le côté aussi, perfectionnisme, c'est le côté la force, le talent, c'était le maximisation, mais je tombais dans le piège du coup du perfectionnisme et puis, le côté aussi input, donc je collecte beaucoup de choses, mais à un moment donné trop et en fait, le piège dans lequel je tombais, c'était sur, heu, enfin la difficulté pour moi, c'est, de choisir en fait parmi trop d'options, avec tout ce que j'ai dit juste avant et je me souviens, moi je disais: «Bah, choisir c'est renoncer», puis toi tu avais rattrapé le truc, je sais pas si tu te souviens en disant: «Bah non, choisir c'est réussir, c'est de dire: "Bon bah OK, on fait un choix et après on va faire tout notre possible pour, que ce soit le meilleur choix», plutôt que le côté renoncement où il y avait une approche un petit peu négative, quoi et donc je trouvais ça intéressant le regard que tu portais, grâce à cette méthode. Ouais, c'est ça, c'est que on peut avoir des a priori sur certains talents, ou on peut aussi se méprendre sur la manière dont ils nous apportent un résultat qu'on peut penser bénéfique ou plutôt négatif. Quand on fouille un petit peu plus loin, il faut garder en fait cette approche positive dans l'évaluation, dans la vision de nos thèmes, et surtout se garder de jugement sur tel ou tel thème. Il y a des thèmes qui nous parlent forcément plus que d'autres, mais ils ont tous leur valeur et ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Et c'est justement le fait qu'il y ait ces 34 thèmes et qu'on en maîtrise certains beaucoup moins bien que d'autres Mmh. qui fait la richesse de l'humain, qui fait la richesse des équipes. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises aujourd'hui basent leur culture sur le développement des forces, parce que ça permet de redéfinir aussi des postes en fonction des talents de chacun, et que celui qui aime démarrer un projet n'est pas le même que celui qui aime continuer et avoir cette régularité, cette discipline quotidienne pour mener le projet, le guider sur ses rails. Et ce n'est pas encore forcément la même personne qui aime finir et qui aime franchir la ligne d'arrivée. Et quand on commence à comprendre un petit peu cette complexité, on se dit waouh, c'est génial, parce qu'on va pouvoir se reposer sur un tel pour démarrer, un tel pour garder le projet sur les rails, et un tel ou une telle pour le finir. Et c'est pareil pour la supervision, c'est pareil, et c'est pareil dans le couple aussi, hein. Nous, on a passé le test au départ en couple, et ça nous a énormément Mmh. apporté dans notre manière de se comporter et de comprendre l'autre, puisque des fois, ce qu'on prend chez l'autre pour un défaut, hein, soyons clairs là-dessus, bah, c'est simplement peut-être un talent qu'on n'exploite pas nous-mêmes et qui nous paraît un peu strange, quoi. Donc, on va se méprendre sur la valeur de ce talent-là juste parce que c'est une fonction, un mode de fonctionnement qui nous est tellement étranger, ben, qu'on trouve ça bizarre, quoi. Et le fait de pouvoir mettre des mots positifs, parce que c'est ça aussi, hein, la grande force au départ du résultat, hein, de tout le rapport qu'on reçoit, c'est cette profusion de définitions positives qui permettent de mettre des mots précis sur un peu de l'intangible, ou des choses qui nous sont tellement, qui passent au-delà de notre radar, parce que notre radar, il n'est pas focalisé sur la manière dont on fonctionne, dont on se comporte, et dont on interagit. Donc, le fait de voir ça noir sur blanc, des fois, c'est étonnant. Je ne sais pas quelle réaction tu as eu en lisant certaines phrases, mais c'est vrai que des fois, ça remue un peu. On se dit, ah ouais, c'est vraiment tel que je Bah fonctionne, quoi. Bah, ouais, il y a vraiment des trucs, ça m'avait sauté aux yeux. Bah, en fait, là, j'ai le rapport du coup que j'avais imprimé et qu'on avait analysé ensemble et en fait, ce qui se passe pour montrer un peu, par exemple, sur une des forces, bah, il y a une double page
Enfin, bon, c'est sur 2 pages, et en fait, il m'avait demandé dans un deuxième temps de surligner les choses qui me parlaient le plus et du coup, on voit C'est ça. qu'effectivement, bah, sur ce un peu côté connexion, heu, c'est le de voir les liens entre les choses, entre les gens et cetera. Bah, en fait, il y a des choses qui vont me parler plus que d'autres. Donc l'idée de ce test, c'est pas que ce soit un truc froid, c'est de le faire, sien et de surligner ce qui nous parle le plus, le révéler, puis de le synthétiser aussi pour le consulter régulièrement. Parce que je pense qu'il faut le consulter régulièrement, parce que des fois, bah, on oublie, on retombe dans des pièges et le fait de le revoir, de revoir la synthèse, ça permet de se remettre dans les rails et effectivement, il y a des choses, enfin, il y a des fois, je surlignais des paquets de paragraphes, il y a d'autres, il y avait rien parce que ça me parlait, vraiment, quoi et des fois, c'était d'une justesse assez, incroyable. Puis ça des fois, quand on a des périodes de doute, d'indécision, manque de vision, on ne sait plus trop comment s'y prendre, ça permet, de se recaler, je trouve. Donc moi, Ouais, ça m'avait apporté pas mal, ouais. c'est vraiment important de ne pas ranger son rapport dans un tiroir et d'oublier, sinon, bah, clairement, vous avez perdu 50 euros, quoi. Et ça, c'est trop bête. La valeur de ce travail, elle vient forcément par la régularité, comme dans tout, hein. Donc, le mieux, c'est franchement d'afficher son top 5 ou son top 10, les classements des 5 ou 10 premières forces, dans un endroit où vous pouvez le voir, juste déjà les mots, le voir quotidiennement. Donc, ça peut être à votre bureau. Enfin, voilà, vous choisissez un endroit pour que ce soit toujours sous vos yeux, pour vous rappeler en permanence, en fait, la valeur et le nom de vos talents. Et ça permet de garder donc, ce test et surtout ce résultat personnel en mémoire en permanence. Et effectivement, comme tu dis, dans les périodes de doute, dans les périodes un peu stratégiques, ou quand on commence à sentir qu'on manque de ressources, c'est vraiment très, très important de pouvoir relire là, une partie du rapport complet, même en diagonale, parce que au final, après, vous allez commencer à le connaître quasiment par cœur. Les phrases vont s'enchaîner dans votre mémoire. Et c'est juste pour faire un petit rappel et vous remettre les pieds sur terre avec votre propre unicité et votre propre pack de valeurs et de talents. Donc ça, c'est vraiment hyper important de le faire régulièrement pour que ça prenne du sens et que ça, ça s'instille en vous de manière profonde. Et du coup, par rapport à toi, bah, parce que tu as vu pas mal de gens, moi je partage ma petite expérience, mais de tous les gens que tu as accompagnés, qu'est-ce que tu vois que ça déclenche, que ça suscite? C'est quoi la transformation que tu as pu observer, un peu sur la durée? C'est quoi un peu les feedbacks que tu as, par rapport à ça? Alors, dans la période de débrief, c'est vraiment juste une prise de connaissance. J'entends souvent des «Ah oui, d'accord», voilà, un petit peu de surprise, Mmh. voire un gain de compréhension, de clarté, parce que il y a toujours besoin d'aller un petit peu plus loin sur certaines forces où les gens, où les intitulés peut-être sont pas aussi percutants pour eux que d'autres. Donc, le fait d'aller vraiment plus profondément, déjà, ça permet d'avoir une certaine forme de clarté. Et ensuite, dans les sessions suivantes, ce qui est vraiment important, c'est d'appliquer tout ce travail-là à un objectif personnel, hein, sinon bah, on travaille dans le vide. Et c'est dans cet objectif personnel où on va passer vraiment de la découverte à la compréhension du fonctionnement des forces, puis à la mobilisation de ses talents pour un projet précis. C'est tout ce cheminement qui est vraiment puissant et qui fait appel après à plein d'autres techniques de développement personnel ou de psychologie qui permettent vraiment de gagner en sérénité, d'avoir en clarté donc, sur soi-même et sur ses objectifs, parce que du coup, on peut avoir des objectifs, mais rien que dans le langage, si c'est je dois ou il faut que, etc., on sent que ça ne va pas mobiliser clairement nos talents. Donc là, on peut essayer de discuter pour que la personne accompagnée puisse elle-même faire son chemin pour voir si c'est vraiment il faut que, je dois que, ou si c'est plus important, si c'est plus personnel, ou si c'est un but qu'il faut un petit peu modifier en fonction de son classement, de sa valeur, des thèmes, etc. Donc, il y a une phase de découverte et ensuite il y a une phase de découverte et d'étonnement et ensuite on passe vraiment à du travail sur soi et sur ses objectifs. Donc là, on est plus en profondeur. Et c'est là où on va pouvoir travailler avec des duos de force pour voir comment mobiliser un duo de force qui est naturellement très employé chez la personne. Mmh. Donc ça, c'est intéressant.
OK, et alors est-ce que dans ces forces, dans ces 34 forces qu'ils ont synthétisées, est-ce que toi tu vois je sais pas, des forces qui reviennent, plus souvent que d'autres ou un peu des tendances, ou c'est vraiment hyper éclaté, hyper varié, en fonction des gens que tu vois? Clairement, il y a des forces qui sont beaucoup plus présentes, beaucoup mieux réparties que d'autres, hein. On peut citer dans celles qui sont les plus communes, le achiever, par exemple, responsibility chez les femmes, donc le fait d'être vraiment lié à un résultat. Quand la personne s'est engagée à donner sa parole, c'est un peu à la vie et à la mort avec responsibility. Donc la personne va aller coûte que coûte jusqu'au bout de la mission. Donc, Responsibility Achievers, c'est des forces qui sont très, très développées. Suivant les pays, il y a des classements comme ça chez Gallup, puisqu'ils ont des données. Alors, c'est des données qui sont anonymisées, hein, quand vous passez votre test. Évidemment, les données sont collectées, mais elles ne sont pas avec votre nom. Mais ça permet de voir, on garde juste le pays et le sexe. Et donc, ça permet de voir les répartitions chez les hommes, chez les femmes et par pays. Donc, on voit que par pays, il y a des pays qui sont plus dans la communication, d'autres qui vont être plus dans la relation au travail. Voilà, c'est intéressant aussi de voir il peut y avoir des spécificités culturelles par pays mises en avant donc par le test de Gallup. Et après, dans les forces les moins représentées, il y a des forces comme, par exemple, je pense à Self-Assurance, qui est une des forces les moins présentes dans les top 5, donc dans les OK. couples, dans les 5 premières forces. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a pas une répartition égale des 34 forces dans la population. Et en France, alors du coup, c'est quoi le la Alors, force que oui, à laquelle tu penses en 1er comme ça, en spontanément? France, je pense que, alors là, je ne veux pas dire de bêtises, je ne vais pas vérifier les chiffres, mais j'avais fait un article là-dessus sur mon blog. Je crois que c'est Responsibility et Achiever, les deux principales. OK. Voilà. Mais ça nécessite de vérifier l'info. Je n'aime pas trop lancer des infos comme ça sans les avoir vérifiées Ouais, avant. ouais. Ça, c'est mon côté input. Alors, j'ai gardé ça en tête, mais là, du coup, ça me met un peu en porte-à-faux. Alors, j'ai quand même mon self-assurance en 5e qui dit, bon, ok, ça va le faire. Normalement, si tu fais confiance à ta mémoire input, ça doit être bon, ça doit être à peu près ça. C'est soit l'une, soit l'autre. C'est Mais génial. bon, voilà, tu vois, typiquement, comment on peut fonctionner en pensant à nos forces. Mais en fait, ce qui est sympa et ce qui est agréable, enfin, on voit que tu t'amuses avec ça, un peu, comme si c'est des espèces de combinaisons, donc tu joues avec, tu dis: «OK, bon ça c'est un piège, en même temps j'ai ça pour rattraper», et tu arrives, à avancer comme C'est ça ça. en fait. Donc tu as une Ouais, c'est approche, ça. assez ludique. Oui, c'est ça. Et puis, à force, en fait, on voit, même comme ça, dans des interactions fugitives, on voit telle force s'exprimer chez des gens qu'on connaît ou chez des gens qu'on connaît moins bien. Donc, ça nous permet de voir des petites clés de compréhension. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai fait faire le test à ma fille qui vient d'avoir 15 ans. Et ça nous permet de se rendre compte. On avait déjà spoté quelques talents, mais on a bien vu que ces forces sont exactement alors, Faiblesse. je dirais pas nos lacunes, mais celles qu'on utilise le moins, Ah, ma femme c'est et moi. drôle. Donc, elle nous challenge, en fait, c'est un challenge permanent parce que du coup, elle met en avant des talents qui, pour nous, sont des choses qu'on n'active jamais. Donc là, du C'est coup, ça génial. permet de relativiser, de dire qu'elle n'est pas là juste pour nous casser les pieds, que c'est pas ça, c'est que c'est son mode de fonctionnement naturel. Et du coup, notre rôle, c'est de l'aider à exploiter ça de manière positive parce que comme elle est jeune encore, c'est pas encore bien raffiné. Donc, c'est à nous de l'aider à comprendre comment ça fonctionne chez elle, quels sont les basements potentiels, donc les côtés obscurs, pour qu'elle puisse petit à petit avoir une application plus consciente et plus bénéfique à la fois pour elle-même et pour les autres de ses talents. Voilà. Et du coup, tu penses que, du coup, au cours de la vie, ce classement, il peut potentiellement évoluer, ou globalement, il est assez stable? Ben, quand on sait qu'aujourd'hui, on a des études neurologiques, des neurosciences qui nous disent que le cerveau, surtout chez les garçons, est un peu plus long que les filles. Le cerveau d'un garçon est fini, terminé au niveau construction aux alentours de 25 ans. Chez les filles, c'est un peu plus tôt. Donc, on peut se dire légitimement que jusqu'à 25 ans, il peut y avoir un peu de mouvement encore. Donc, 15-25, allez, on va dire 15-22 pour la fille, ça fait 7 ans encore où ça va pouvoir encore bouger en fonction, donc non plus de l'acquis, mais de l'inné, mais plutôt de ce qu'elle va acquérir encore en formation, en interaction, etc., etc., dans sa vie sociale, familiale et études.
Donc, oui, ça peut bouger encore et c'est pas grave. Enfin, je veux Mm. dire, c'est pas dramatique. Alors, là-dessus, c'est un point qui revient souvent. D'ailleurs, on va pouvoir faire une petite parenthèse sur dois-je passer le test Clifton Strengths régulièrement ou Gallup, euh, donc Strengths Finder comme on l'appelait avant. Eh bien, non, il n'y a pas de raison de le passer plusieurs fois, sauf si des cas bien spécifiques. Par exemple, vous avez eu un accident, un AVC, un accident de voiture ou un trauma crânien. Voilà, ça, c'est des accidents de la vie qui peuvent vous nécessiter en fait, de repasser un test une fois que vous avez récupéré l'ensemble de vos facultés ou que vous êtes stabilisé. Parce que du coup, d'ailleurs, vous pouvez faire le test hein, si vous avez même des difficultés de lecture, etc. Vous pouvez passer le test Clifton Strengths en contactant Gallup, mais en version non minutée, puisque donc vous avez 177 questions et vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question. Donc, si vous avez, pour quelque raison que ce soit, besoin de passer le test en non chronométré, c'est possible aussi. Voilà. Donc, ça, c'est important de le savoir. Donc, logiquement, il n'y a pas de raison de le repasser. Alors, comme je suis un sceptique, des fois, ben, moi, je l'ai repassé deux fois, mais à des moments clés, à 2 ans à peu près d'intervalle, parce que j'avais eu l'impression que j'avais vraiment changé personnellement. Et en fait, c'était une fausse bonne idée. Ah, Mon deuxième test a fait remonter un petit peu. Il y a eu des shifts, enfin, des mouvements de peut-être, je crois que le plus gros, c'était 7 places. Donc, ce qui m'a paru beaucoup. Donc, j'en ai discuté avec une de mes coachs qui me supervise régulièrement, puisqu'en tant que coach, on se fait aussi superviser, sinon c'est pas drôle. ouais. Et du coup, elle m'a dit, bah, écoute, tu te sens à l'aise, plus à l'aise avec quel test? Et finalement, je me sentais plus à l'aise avec le premier. Et pour la raison simple, c'est que dans mon fort intérieur, j'avais eu quand même l'impression de comprendre ce qu'il y avait derrière la question. Mm. Et du coup, j'avais un biais en fait qui était pas sain. Donc finalement, comme si j'avais essayé de faire remonter tel thème au lieu de tel autre pour, je sais pas en fait pourquoi j'ai fait ça, mais c'est une tendance naturelle comme ça. On observe ça chez des managers, par exemple, qui s'inquiètent de pas avoir euh, de thème assez fort dans la direction ou dans l'autorité ou dans la gestion des personnes, etc. Et en fait, voilà, ils se sentent du coup pas assez mis en valeur dans leur position de leader. Et il y a donc là, le travail, c'est d'expliquer qu'il y a plein de manières d'être un leader et que ça passe pas forcément par la grosse voix ou Mm. être très directif, etc. Donc voilà, c'est une fausse bonne idée de passer plusieurs fois, sauf cas particulier, sauf à 20 ans d'intervalle et puis qu'entre-temps, il s'est passé tellement de bouleversements dans votre vie, de choses qui vous ont vraiment affecté, etc. Là, ça vaut peut-être le coup de le retravailler et puis de voir si c'est pertinent après, par rapport à ce que vous ressentez, puisque généralement, si on fait ça, c'est qu'on travaille quand même pas mal sur son test. Donc, on commence à acquérir une connaissance à la fois des thèmes et de leur fonctionnement chez nous. Donc, on est plus à même peut-être de comprendre si c'est pertinent ou pas et quel test est le plus proche de nous. Yes. Ok. Et alors, ces forces, j'ai vu en fait, enfin, on avait vu, elles sont regroupées par catégorie. Alors, je suis pas sûr de les avoir là, mais ah voilà, si c'est ça. En fait, il y a un peu des grandes familles. Il y en a, je sais pas, quatre ou cinq, quelque chose comme Il y en ça. a, il y en a quatre, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, quatre. Alors, il y en a une, ça doit être sur tout ce qui est relationnel. Une autre Oui, sur tout ce qui est l'action. Et après, les deux. Ah oui, c'est ça. Exécution, influence, réflexion stratégique, développement des relations. Tu me dis si je me trompe, c'est ça? c'est ça, exactement. Ouais. Ok. Et Donc, clairement, ça divise ces 34 thèmes en quatre pôles qui sont comment on va construire des relations avec les autres, comment on gère ses relations sociales, comment on va gérer les concepts intellectuels, comment on réfléchit, comment on va travailler, exécuter les tâches et comment on va exercer notre influence. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, quelque part, c'est là où on peut voir que le thème, enfin, les quatre pôles sont assez importants pour couvrir l'ensemble de nos interactions de la vie.
Et du coup, ça prouve que ce test Clifton Strengths est vraiment intéressant aussi, à la fois dans la vie familiale, la vie professionnelle, que dans la vie de couple. Alors, pour le coup, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'en fait, j'avais pas mal de. Alors, c'était classé par couleur, donc il y a des couleurs qui sautaient aux yeux. Et par exemple, dans mon top 10, comme je galère toujours un peu à me lancer ou à aller dans l'action, ce genre de truc, en fait, je me suis rendu compte que j'en avais un qui était dans vraiment de l'exécution, quoi. Alors, du coup, faut jouer avec, etc. Mais c'est vrai que c'est assez significatif. Alors qu'il y en a d'autres, ça se trouve, ils en ont dans leur top 10 3, 4, 5. Donc, pour le coup, ils sont, comme tu disais, plus dans l'action, dans le faire et tout ça, quoi. Donc c'est assez rigolo. Puis visuellement aussi, ça marque bien, je trouve. Ça permet de C'est comprendre ça, juste visuellement les tendances, quoi, qu'on a. ouais, c'est ça. Et effectivement, on peut se retrouver avec quasiment une monocouleur, un monochrome dans son top 5. Et c'est OK, c'est complètement OK. Il faut juste le savoir. Et du coup, quand on se dit, ah ouais, alors faut que je me mette au boulot, etc., bon, bah, et qu'on a tout dans la réflexion, ben, c'est un peu compliqué. Le boulot, en fait, c'est juste de se mettre dans un coin et de réfléchir et d'avoir du temps pour soi, pour dans une bulle, pour pouvoir mouliner des idées. Bah, c'est OK, Mhm. c'est du travail aussi, mais c'est pas classé dans Ouais, la c'est même classé zone que différemment. exécuter des tâches. Et alors, du coup, parce que je pense qu'on a tous été confrontés à ça dans notre vie familiale, professionnelle, c'est comme on a un peu évoqué tout à l'heure, bah, quand on a des profils différents, du coup, comment on le traite? Parce que c'est un peu source de conflit à la base. Donc, comment on peut gérer ça au mieux? Parce que bah, la personne en face, elle connaît peut-être pas forcément ses forces non plus. Du coup, ça nous adapter. Donc, c'est comment tu vois un peu la compatibilité entre des gens qui ont des profils différents, voire du coup un peu opposés, quoi? Alors là, tu dis deux choses. Tu dis des personnes qui ont des profils différents, donc ça suppose qu'ils ont tous les deux connaissance de leur test, Oui, ou ça c'est une première chose, effectivement. voilà, ou alors d'un autre côté, une personne qui connaît ses forces, qui peut en spotter chez l'autre, mais qui n'a pas un résultat tangible pour bien analyser les choses. Alors, dans le premier cas où les deux personnes ont fait leur test et connaissent leurs forces, bah, du coup, c'est simple d'en discuter ensemble, tout simplement, de dire, bah voilà, moi, mon top 5, mon top 10, c'est ça. Mmh. Celle que j'utilise le plus ou qui me parle le plus, avec lesquelles je suis le plus à l'aise, c'est cette force-là, cette force-là. Et c'est déjà une première base de discussion qui est vraiment hyper enrichissante. Donc, typiquement, avec mon épouse, on avait fait ce travail-là ensemble de manière très simple. C'est qu'on avait lu chacun le profil de l'autre et puis on avait questionné en disant, ah ouais, mais c'est quoi cette force, quoi? C'est vraiment un talent, Ouais. ça? Ou alors ma femme qui me dit, ah oui, je comprends mieux parce que j'avais un problème, entre guillemets, c'est que comme je suis achiever number one, j'aime énormément mon boulot, je suis passionné, je pense que ça s'entend un petit peu, et dans tout ce que j'entreprends, je le fais à fond. Et un des biais de cette chose-là, c'est que ben, dimanche, samedi, jour férié, moi je ne connais pas bien. Donc j'aime bien travailler un peu tous les jours, même si je ne fais pas que ça. J'aime bien travailler tous les jours. Et typiquement, il y avait quelque chose qui me posait beaucoup de problèmes, c'était de rester assis pendant 6 heures à un banquet de famille. Et là, quand ça se passait chez moi, bah, généralement, au bout de 2 heures et demie, 3 heures, je filais à mon bureau Ouais. et j'allais travailler 1 heure, 2 heures. Après, je ne voyais pas le temps passer. Donc là, ma femme se dit, il est parti où? Elle regardait sa montre. Non, il est parti bosser. Donc c'est sûr que c'était pas très très cool. Et surtout que je m'éclipsais sans rien dire. Donc, mais c'était en mode genre robot, quoi. Hop, aller bosser, besoin de travailler. Donc c'était Ouais, complètement débile. tu voyais comme un besoin. Ah, c'est ça, un besoin primaire, mais du coup, c'était pas réfléchi, c'est-à-dire que c'était même pas moi qui maîtrisais le truc, c'était comme un besoin primitif, donc c'était pas du tout un balcon, là, clairement, j'étais dans le Dans le basement, et sous-sol. encore, je creusais le fond de la cave. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le test nous a permis de mettre ça en exergue. Elle m'a questionné, elle m'a dit, bah ouais, alors, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Ah bah, dans ces moments-là, en fait, je ne contrôle plus rien, il faut que j'aille travailler, quoi. Et elle a fait, what? Tu dois aller travailler comme ça en plein milieu d'un dimanche d'un repas de famille? Bah ouais. Et donc, elle dit, ah, mais moi, je pensais que franchement, tu t'ennuyais avec nous et que ceci. Je dis, bah, c'est pas tellement ça, c'est viscéral, il faut que j'aille bosser. Ah, ok. Bon, bah, alors comment on peut faire la prochaine fois pour ne pas répéter tout le temps les mêmes trucs? Si tu as besoin de bosser, alors tu as besoin de combien de temps? Tu veux faire quoi? Donc là, du coup, on se focalise sur La solution, qu'est-ce que je fais? quoi.
on cherchait une solution. Elle est restorative assez fort, donc c'est toujours essayer de spotter les problèmes et les exploser, les exploser avec la meilleure solution possible. Donc elle me dit, OK, so what, on fait quoi? Tu as envie de bosser combien de temps? OK, j'ai envie, je vais faire ça. Tu as besoin de combien de temps? Bon, j'ai besoin de 40 minutes. OK, bon, tu pars 40 minutes la prochaine fois. OK, après le dessert, s'il te plaît. OK. J'ai Et, faim, je veux et le du coup, dessert et après partir. voilà. Et du coup, la fois d'après, c'était je suis parti après le dessert de manière consciente et elle savait où j'étais, elle savait combien de temps je partais, donc elle n'a pas pris ça mal. Moi, j'ai pu assouvir mon besoin. Et en fait, petit à petit, j'ai réussi à réguler ce truc-là en me disant ouais, mais c'était complètement débile. C'est bon, profite, t'as ta famille, c'est dimanche, on mange dehors, t'es tranquille, quoi. Donc, au final, ça m'a permis, par ces discussions-là, de plus être dans ce schéma qui était typiquement un schéma qui m'apportait pas un truc de fou, quoi, parce que ce travail que je faisais le dimanche, c'était pas non plus la meilleure productivité et la meilleure qualité de boulot Mm. qu'on ait pu fournir. Donc clairement, voilà, je prends plus de temps pour être off et ça me permet d'être plus focus après dans les temps de travail. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir travailler comme ça. Et moi, je ne comprenais pas, par exemple, pourquoi elle était tout le temps en moulinage de cerveau donc avec son restorative, à spotter des problèmes que je ne voyais même pas. Je me disais, mais ça invente des problèmes, c'est possible. Et en fait, non, c'était une manière naturelle de détecter des choses, des petits rouages qui n'étaient pas bien huilés, etc. Et de trouver une solution créative pour que les rouages, finalement, ne couinent plus. Et c'est vrai que ça, par exemple, dans une famille familiale, c'est extrêmement précieux. Mais pareil, il ne faut pas tomber dans le basement parce que le pendant, c'est que quand il n'y a pas de problème, on peut quand même être tenté d'en chercher et puis En finalement inventer. faire par en trouver, voire en créer pour être sûr d'en avoir un à résoudre. Voilà, donc tout ça, c'est des choses hyper intéressantes et on peut faire appel à une autre force de notre top 10, par exemple, pour contrebalancer un penchant qui est un peu Mm, négatif. Et donc, c'est là où finalement, la stratégie de Gallup, c'est focalisation sur ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire sur nos talents, et on va gérer simplement les lacunes en faisant appel à nos talents. Typiquement, dans les systèmes scolaires, on va dire, on a un enfant qui a, mettons, 13 en maths, 19 en français et 8 ou 6 en anglais. Qu'est-ce qui va se passer? Dans 80% des cas, on va lui dire, toi, c'est cours d'anglais renforcé. mm. Donc, il va se taper l'anglais à bloc et en fait, l'anglais, il ne supporte pas, ça avance pas, donc ça lui demande énormément d'énergie. Qu'est-ce qui se passe du coup, même si on investit énormément dans des cours particuliers pour cet enfant, il va perdre en confiance, il va perdre aussi en estime de lui. Et le résultat, c'est que peut-être qu'avec énormément de travail, énormément de volonté qu'il va utiliser pour faire d'autres choses, il va atteindre un résultat, il aura peut-être, on va dire, ouais, sympa, il va passer de 6 à 12. En Mais il ne sera s'arrachant jamais à bien. 19. Il ne sera Oui. jamais à 19. Et en fait, l'idée de l'école, c'est qu'on soit bien équilibré sur toutes les matières. Donc, on va essayer de remonter les basses. Puis là où ils sont un peu trop hauts, on va pas les encourager à aller plus haut, hein. Et c'est ça le problème. C'est que la stratégie de Gallup, c'est vraiment l'inverse. C'est bon, là où c'est bas, pour l'instant, on voit un peu plus tard ce que ça donne. On va d'abord faire remonter encore plus haut ce qui fonctionne déjà très bien. Et en remontant une matière vraiment haute, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il gagne en confiance en lui, en estime de soi, etc., en énergie. Donc, il va avoir plus tendance à être motivé pour faire remonter des matières où il est moins fort à la base. Et donc, c'est vraiment l'erreur classique, c'est de se dire il faut qu'on soit bon partout, parce qu'au final, l'école crée des gens moyens. Et dans aucun emploi, on a besoin de gens moyens. Nulle part, on a besoin de gens moyens. On a besoin de gens hyper bons dans quelques domaines. Et ce n'est pas les mêmes domaines si vous êtes plombier, si vous êtes DRH d'une entreprise agroalimentaire ou si vous êtes artisan d'art. Voilà, on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas besoin des mêmes compétences. Et c'est OK, c'est ça exactement qui fait la richesse d'une société. Et c'est du coup en se focalisant sur ce que font chaque jeune de mieux et les aider à développer, à faire monter encore plus haut leur standard, on va pouvoir leur donner une chance de s'intégrer dans un monde qui est en perpétuelle évolution,
avec surtout se démarquer sur un marché de l'emploi ou sur le métier qu'ils veulent avoir plus tard, en ayant un profil qui attire les recruteurs. Parce que tous ceux qui sont moyens et qui ont eu une licence de psycho et rien d'autre, je veux dire, bah, c'est peut-être génial ce qu'ils ont pu apprendre pendant leur licence de psycho. Seulement, il n'y a aucun recruteur qui va les prendre juste avec une licence de psycho. Enfin, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et voilà, donc la stratégie des forces, c'est se baser toujours sur ce qu'on fait de mieux pour aller encore plus loin et se challenger à sortir de notre zone de confort, mais dans la zone proximale de développement, c'est-à-dire pas viser, si on a de 14, c'est pas viser tout de suite le 20 sur 20, mais viser peut-être le 16, puis le 18, puis le 20. Et par cette stratégie d'escalier, on va sortir plus ou moins de sa zone de confort, mais dans la, la sphère de compétences naturelle qui est la nôtre. OK, bah, c'est vraiment très très intéressant tout ça. Est-ce que, s'il y a des gens qui sont un peu intéressés et qui veulent approfondir la question, est-ce qu'ils peuvent venir te voir? Comment tu peux les aider et cetera? Vers quoi on peut les orienter? Bien sûr, bah, il faut déjà qu'ils passent leur test sur le site de Gallup. Ils peuvent me contacter. Pour ça, j'ai des codes aussi que je peux leur fournir. Pour passer le test sur le site. Et ensuite, on peut faire d'abord un premier débrief ensemble. Ça prend généralement autour d'une heure. Et suite à ce débrief, voilà, tout est libre. On peut discuter d'un plan de développement en plusieurs séances pour aller plus loin. Et ce que tu as fait, c'est ce qui permet vraiment d'appliquer sur le long terme la stratégie des forces dans sa vie personnelle ou professionnelle. Donc, généralement, j'accompagne surtout des jeunes avant leur premier emploi et des personnes aussi en changement d'orientation professionnelle, en milieu de carrière, ce qui est très courant aujourd'hui. On n'est plus comme nos parents avec une carrière linéaire comme Mmh ça mh. pendant 40 ans. On a une première partie de vie et puis une deuxième partie de vie. Et ça, je trouve ça vraiment enrichissant de pouvoir faire un shift à un moment donné stratégique. Souvent, c'est entre 35 et 45 ans. Et de baser cette deuxième partie de carrière sur vraiment ce qui nous caractérise au plus profond et assumer totalement d'être en plein alignement avec ce qu'on est réellement. Si on a passé une première partie de carrière, on n'était pas tout à fait, on était en porte-à-faux avec ses valeurs ou son alignement. Donc voilà, c'est ça. Vous pouvez me contacter soit via Anthony, mais sinon directement via LinkedIn ou sur mon blog des forces pour la vie. Et puis, je serais ravi de vous accompagner dans votre chemin de développement vers les forces. Très cool. Eh ben, merci Guillaume. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour, la fin? Ou quelque chose qu'on n'a pas évoqué qui te semble important? Ouais, écoute, je crois qu'on a eu une discussion vraiment enrichissante. J'ai été ravi de faire ce point avec toi, Anthony, aujourd'hui. Et Yes. puis, voilà, c'est vraiment un game changer, comme disent en bon français les Américains. Donc, désolé pour mes anglicismes. Pas de souci, Euh, pas de je souci. tiens juste à ajouter que j'ai été très peu à l'école et que finalement, j'ai tout appris au cours de ma carrière professionnelle. Et ça, je pense que c'est aussi un enrichissement pour certains jeunes qui, des fois, ont peur de s'engager dans une certaine voie parce qu'ils pensent que c'est vraiment quelque part un engagement pour la vie. Eh bien, rien n'est éternel hein, et on peut toujours changer. Donc, il faut toujours se baser sur ce qu'on a vraiment envie de faire intrinsèquement au plus profond de soi-même. Et c'est là où on puise vraiment le plus d'énergie pour pouvoir avancer. Et voilà, la vie est un perpétuel développement et c'est ça qui est vraiment fun. Cool. Eh Voilà, ben, Anthony. écoute, on va rester sur ces mots, Guillaume. Bah, merci pour ton temps, ton partage, enthousiaste. Et Merci puis, beaucoup, Anthony. rendez-vous du coup sur ton site, des Forces pour la vie alors. Avec plaisir. Ciao. Salut.